Oui, alors ce soir, on a aussi le plaisir, comme d'habitude, de recevoir un psychanalyste. Et ce soir, c'est Philippe Boré. Alors, je voulais vous dire, Philippe Boré, que c'est un plaisir de vous recevoir pour ce livre qui nous a effectivement beaucoup intéressés. Et ce que j'ai trouvé très attachant dans ce livre, et je suis contente qu'on vous rencontre à l'occasion d'un livre quand même dont vous nous dites qu'il vous habite depuis longtemps. Et que c'est quelque chose de profond qui était là depuis longtemps. C'est ce que vous appelez des carnets de vol, un carnet de vol. Et c'est heureux pour nous de vous rencontrer dans un moment où finalement on entend tout à fait à la fois l'analyste et le poète. Oui. C'est très clair. Alors, le sujet le style de votre livre est tout à fait en adéquation avec l'objet de votre livre. Oui, on peut le dire. Et c'est certainement tout à fait réussi. En fait, vous travaillez, ce qu'on peut dire tout de suite aussi, que c'est un livre qui nous décale vraiment par rapport à nos lectures habituelles. Il y a très peu de références à nos concepts habituels. Il y en a quelques-uns, bien sûr, ils sont en fond, mais Philippe Boré a sa manière d'aborder cette question qui est le soi, ce petit soi qui vous est très précieux, et on comprend pourquoi, puisque le soi, c'est au fondement de notre existence, ce qui nous donne le sentiment de vivre et d'exister. Donc on comprend que ce soit tout à fait précieux. Alors, bien sûr, vous tentez de définir la nature de ce soi. Or, il se trouve que le soi, c'est ni le moi ni le sujet, clairement. Et il est assez indéfinissable au sens où il n'a pas de représentation. Et du coup, vous l'approchez justement par touche tout au long de votre parcours. Et bien évidemment, ce qui vous sert d'appui et d'accompagnement, ce sont quand même les artistes. Oui. Alors, ça a été intéressant parce que vous nous avez fait découvrir, par exemple, Mitsubishi, que nous connaissions. C'est un écrivain japonais. Il est question de René Char, de Roi Ross, que nous ne connaissions pas non plus, en tout cas moi, qui est un écrivain argentin, c'est ça ? Ami de Char. Ami de Char. Et qui a été réédité en janvier 2000, pardon. En janvier 2022, il a été réédité chez Gallimard, donc vous pouvez trouver plusieurs de ses poèmes. C'est un poète important, en fait. Oui, ça. En tout cas, ce que vous en dites donne tout à fait envie de le voir. Alors, on s'est plutôt, je me rends compte que j'avais pris ce livre, on s'est plutôt penché sur Akira Mizubayashi. Et j'ai lu Âme brisée, donc ça nous a fait découvrir une littérature qu'on ne connaissait pas. Il y a donc ces auteurs sur lesquels vous vous appuyez pour essayer de nous faire entendre ce soi, ou quand il se révèle, puisque en fait ce que vous appelez donc le soi, c'est par ses rumeurs, par ses éclats, par ses résonances qu'on l'entend. On n'a jamais accès directement à soi. Alors ce soi, j'ai bien aimé la formule que vous avez donnée, je crois qu'elle est de Julia Kristeva, qui appelle ça la caverne sensorielle. Oui. En fait, effectivement, ce soi renvoie quand même à la sensorialité, aux premières, à l'archaïque, ce qu'on appelle aussi l'archaïque. Oui. Ce sont ce temps de la sensorialité dont il nous reste des traces qui remontent à certains moments et dont vous saisissez certains moments sans doute dans vos cures. Alors, ce qui est oui, il y a les artistes, enfin ces personnes que je viens de citer, mais il y a aussi vos cas cliniques. Or, les cas cliniques dont on parle, Lille, Morane,
et Playfair. Playfair, oui, Playfair, sont aussi sculpteurs, photographes, écrivains. Donc véritablement, vos appuis sont du côté de l'art. Oui. Et vous nous direz d'ailleurs un peu, enfin c'est une vaste question que vous avez, enfin, on va peut-être un petit peu dire que j'aimerais bien vous entendre formuler ce rapport très, très particulier entre l'art et la psychanalyse. Je disais effectivement que c'est vraiment un livre qui nous décale, et ça c'est très intéressant, et qui n'est pas du tout du côté de l'interprétation, de l'inconscient tel que Freud nous a appris à le déchiffrer. C'est pas du tout de ce côté-là que ça se passe, c'est du côté de vos interventions. C'est là qu'on entend quelque chose, de la manière, de la présence de l'analyste que vous êtes, enfin la présence que vous avez dans vos cures et la manière dont vous abordez les choses. Alors effectivement, j'aimerais bien vous entendre parler de ces interventions, et notamment peut-être ce qui m'a bien intéressé, c'est ce que vous dites à propos de l'attention flottante. Oui. Vous en parlez à un moment donné pour dire que dans les cas qui vous intéressent et dans la manière dont vous intervenez, ce n'est pas de l'attention flottante, Oui. c'est quelque chose qui est au-delà de l'attention flottante. Absolument. Et ça, j'aimerais bien aussi que vous repreniez peut-être ça pour dire d'où ça parle, d'où ça vous parle, d'où vous intervenez. Et donc, en fait, si on comprend bien, bien sûr, c'est de la mémoire sensorielle dont il est question dans ce livre, plutôt la mémoire proustienne, plutôt que la mémoire freudienne, si on peut dire. Enfin bon, il y a des recoupements, mais disons que ça évoque vraiment la mémoire proustienne. Voilà, alors disons que les questions autour de quoi j'aimerais bien que vous nous disiez un peu des choses, c'est autour de l'art et la psychanalyse, puisque vraiment votre appui est là. Intervention, parce que finalement le psychanalyste intervient de différentes manières dans une cure. Oui. Il y a l'interprétation, mais il y a ces interventions dont vous parlez, peut-être que vous nous en parlerez ce soir un petit peu aussi. D'accord. Et de l'attention flottante, ce qui n'est pas de l'attention flottante et dont vous vous servez pour intervenir dans ces cures à certains moments des cures, dans des moments qui sont quand même des moments, je dirais, exceptionnels. Absolument. Des moments rares, plutôt, Oui. exceptionnels. Bon, je vous passe la parole. Ok, Et ensuite, je vous remercie. C'est agréable d'être lu par vous. Alors, je dirais deux choses. D'abord, comment ce livre m'est venu, parce que c'est pas mon premier livre, mais effectivement, c'est un livre auquel je tiens, parce que ça fait presque 40 ans que je fais ce métier, si c'est un métier, et donc ce livre vient un peu comme... j'avais envie de l'écrire depuis longtemps, sans savoir très bien où il me mènerait, un peu dans l'idée qu'après j'écrirais autre chose. Alors, en fait, il a une préhistoire, ce livre. Quand j'étais jeune analyste, un jour, j'ai vu Jean-Bertrand Pontalis et je lui dis, avec beaucoup d'humilité, Monsieur Pontalis, au fond, comment écrit-on un livre ? Et Jean-Bertrand Pontalis me répond, écoutez, pour écrire un livre, il faut partir de soi. D'accord. Des années plus tard, j'étais moins jeune, je croise JB et je lui dis, cher JB, pour écrire un roman, au fond, qu'est-ce que vous conseillez ? Et il me dit, écoutez Philippe, pour écrire un roman, il faut partir de soi. Et donc, partir de soi ou partir de soi, ça m'a mis tout de suite sur la piste de, mais au fond, pourquoi ? Et qu'est-ce que c'est ce soi d'un côté qui n'est pas le même que de l'autre, où l'appartenance supposée n'est pas la même. Donc du coup, ça m'a fait réaliser que soi, on en parle tout le temps. D'abord, dans les années 70, chose que vous avez fait, chère Anna,
mais vous avez substantifié soi, ce que je ne fais jamais dans le livre, parce que ça, c'est l'impasse. Oui, Donc, le soi, je ne parle pas de le soi, parce que c'est foutu, sinon on n'est plus dans la psychanalyse, mais on est dans quelque chose qui a beaucoup mobilisé les années 70 et le début des années 80, où soi, du fait de l'histoire du concept et du passage chez les anglo-saxons, self est devenu le self, et donc est redevenu le soi. Et si on est dans le soi qui parle, il n'y a pas d'inconscient, ou disons, on est très à contresens par rapport à ça, alors qu'il y a quelque chose par contre à chercher, c'est-à-dire qu'il y a une dimension qui s'exprime, mais elle n'est pas formulable dans ces termes. Donc c'est un peu le premier mouvement qui a été le mien. Vous avez après insisté sur le décalage, c'est vrai, mais j'ai moi-même été décalé parce que je raconte dans l'introduction quelque chose qui m'est arrivé, qui m'a mis sur la piste beaucoup plus précisément, qui se trouve dans l'introduction. Donc ça se passe dans le temps du Covid, donc c'est assez récent, du confinement. Et donc, j'ai une patiente avec qui donc, je fais une séance au téléphone. Et elle me dit, et donc cette patiente est prof de danse et par ailleurs un peu thérapeute de quelque chose. Et donc, elle me dit, écoutez, j'ai été très émue parce que une de mes élèves, me dit-elle, était sur scène. C'était un moment très important pour elle, me dit-elle. Et à un moment donné, ça se passait très bien avec le public. Et, c'est donc toujours la patiente qui parle, j'ai vu mon élève traverser puis vaciller un peu intérieurement sur scène. Je l'ai senti très fortement, ajoute-t-elle. Et à ma grande surprise, c'est toujours elle qui parle, elle voit son élève qui va s'asseoir sur le bord de la Seine et reste, du point de vue de sa professeure, en lien avec le public, mais la professeure, donc la patiente, sent qu'il se passe quelque chose et que c'est grave, mais que néanmoins, son élève reste un certain temps sur le bord de la Seine sans que ça gêne quoi que ce soit du spectacle. Et elle me dit, toujours cette patiente, moi, ça m'a beaucoup angoissé. Comment a-t-elle fait ? Sur quoi elle s'est appuyée ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Et donc, je lui dis, verbatim, quelque chose qui m'est venu comme ça, que je n'avais absolument pas réfléchi ou pensé. Je lui dis, peut-être elle s'est trouvée sur le fil de soi et qu'elle a trouvé de ce fait quelque chose qui était plus grand qu'elle, mais qui l'a aidée à s'en sortir. Et elle me dit, waouh, le fil de soi, mais c'est une super expression. Et moi, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire, mais ça m'était venu comme ça. Et ça, au passage, ça rejoint un peu ce que vous dites sur ce que vous questionnez sur l'attention flottante ou sur les interventions. En tout cas, là, ça m'était venu comme ça. Et j'insiste, je ne savais pas ce que ça pouvait vouloir dire. Simplement, je sentais que ça disait quelque chose, un peu comme la poésie. Et au passage, le livre est plus sur la poésie d'une certaine façon que sur l'art, mais la poésie fait partie de l'art, et puis Soulage est un artiste, donc je tâcherai de répondre à cette question. Et donc, l'affaire aurait pu se terminer là. 3 semaines après, la patiente revient cette fois-ci en séance et me dit ah, mais je vais super bien et je suis en train d'écrire un livre. J'ai trouvé, ça va parler de ma vie, ça va parler, cette femme était avec 2 cultures, ça va parler de ma culture d'origine, de la musique, et j'ai trouvé le titre, ça va s'appeler Le fil de soi. Ah, ça m'embêtait beaucoup parce que moi je m'étais dit, ouais, c'est quand même pas mal cette histoire du fil de soi. Peut-être qu'un jour je vais écrire là-dessus, et donc elle me dit, je vais écrire sur, j'ai le titre, Le fil de soi. Alors je me mords un peu les lèvres et puis je lui dis à un moment donné, mais
Comment vous avez trouvé ce titre? Ça vous rappelle rien? Ça vous dit rien? Non, je l'ai trouvé, c'est bien. J'insiste. Vous êtes sûr, vraiment? Vous vous souvenez de la séance qu'on avait faite au téléphone? Oui, mais non, pourquoi me demandez-vous ça? Parce que ça m'est venu comme ça, et justement, je vois que ça vous a plu, mais que ça vous plaît à ce point que finalement, vous-même, vous allez utiliser cette phrase, etc. Donc, premier paradoxe, cette affaire, elle m'est venue comme ça dans la clinique, de quelque chose qui est forcément lié à quelque chose qu'elle a dit, mais qu'ensuite elle fait sien et qui va... et donc je dis d'une certaine façon, c'est incroyable, parce que cette histoire de soi débouche sur la concurrence des moi, le sien et le mien. Donc du coup, ça s'est fait un peu comme ça. Alors, que vous dire d'autre? Donc, elle a fait un livre qui s'appelle... Non, finalement, non, elle a laissé tomber, et pas moi. Ça s'appelle quand même Le film de soi. Voilà. Donc, qu'est-ce que vient faire cette idée de soi? Alors, bien entendu, je suis psychanalyste, plutôt lacanien, donc il n'est pas question de prétendre que le soi est une nouvelle instance ou que tout se prendrait par ce biais. Je ne crois pas. Mais par contre, je pense qu'il arrive, il y a des moments dans la cure ou dans les séances de psychothérapie analytique, quand il y en a, il peut y avoir des moments où tout à coup, la personne qui parle, donc l'analysant ou le patient, est rattrapée par quelque chose dans son dire qui sont un peu des indices, au sens non pas des policiers mais de Barthes, qui sont des indices que Kristeva appelle sémiotiques, donc des indices de sensations qui se trouvent au bord du langage. Ça n'est pas hors langage, ça n'est pas quelque chose de fumeux, mais c'est quelque chose qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un peut être totalement dépassé par ce qu'il dit, et pas seulement sous l'angle que l'inconscient est une façon de faire entendre un discours qui ne s'entendrait pas ou que la personne n'entendrait pas tout de suite dans la méprise, mais qu'il y a quelque chose qui peut à un moment donné saisir quelqu'un, et qu'il faut faire attention à cet endroit, parce que je ne crois pas du tout qu'on accède au soi. Je crois par contre que quelque chose advient de ces fragments de symbolisation, et que ça peut amener des difficultés, de l'exaltation, de l'angoisse, ou une incompréhension de ce qui se passe. Alors, j'ai pris dans les deux cas que je raconte très rapidement, c'est plutôt... Donc, dans un cas, c'est l'histoire de quelqu'un qui va quand même faire une crise maniaque retentissante. Oui, la crise de soi. Voilà, pour montrer que cette affaire était fort intéressante, mais j'en ai parlé à ma façon, donc de façon extrêmement fragmentaire, mais pour montrer que ce qui relève à un moment donné d'une forme d'excitation qui va se prendre dans ces fragments ou ces indices un peu, peut pousser au pire, donc en l'occurrence là, une crise maniaque et une hospitalisation. Et ensuite, tout un travail de décrue d'une certaine façon, de façon à ce que quelque chose de ces rumeurs d'être puisse s'intégrer d'une façon qui permette ensuite un dépassement et une intégration en renonçant à quelque chose qu'on n'a pas. Et d'où quelque chose comme ça. Alors ensuite, j'ai cherché ensuite du côté de 4 trajets que vous avez rapportés. Donc 2 poètes, mais qui ont des rapports à la question de soi assez différents. Chez Charles, c'est une méthode. Donc ça veut dire que c'est d'emblée quelque chose qui va articuler dans son acte poétique, où on pourrait dire ce qui fait de la perception et ce qui fait des mots se trouve complètement tordu, c'est-à-dire il voit avec ses mots ou il nomme avec sa perception. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué qu'il fait, mais dont il donne le principe et la dynamique dans un de ses poèmes que j'explique un peu, j'espère de façon pas scolaire.
Mais donc il y a quelque chose où pour lui c'est un modèle créateur ce qu'il en fait, une discipline donc où il est le paysage vivant, mais vivant est un mot là qu'il faut surligner parce que c'est sa façon d'intégrer une espèce de subjectivité autre qui va l'amener ensuite à parler et à nommer de cette façon poétique. Du côté de Juarros, c'est différent. Il va aborder cette question de ce qui l'a rendu poète, du côté de la solitude. Et il dit, dans la langue, il y a un autre côté, qui est une position assez étonnante. Donc de dire, il y a la position du discours, celle que nous tenons ce soir. Et puis il y a, dans un rapport aussi pas très loin de la position de Char, quelque chose qui va lui permettre de passer de l'autre côté et de parler ainsi et d'à ce moment-là développer une poésie extrêmement sensible, complexe, mais très parlante. Du côté de Soulages, donc autre paysage, donc Soulages est un plasticien immense. Ce qui m'a intéressé n'était pas de reprendre toute son œuvre, mais de reprendre un moment critique pour lui qui a été extrêmement fécond, qui l'a amené à trouver l'Outre Noir. Donc l'Outre Noir, je pense que vous devez connaître. C'est donc un rapport à la couleur et à la façon de faire jouer les contrastes qui fait que c'est vraiment une expérience que l'on ressent, que c'est une peinture qui crée d'une certaine façon son spectateur. Et donc, quand ça vaut le coup, pour bien sentir ça, d'aller à Rodez, à sa fondation, parce que c'est autant Char a eu la chance d'être vivant et rentré à la Pléiade, autant de l'autre côté, Soulages a eu la chance et le talent et les moyens de créer un musée, une fondation vraiment totalement adaptée à sa peinture et donc qui permet vraiment de vivre l'expérience que constitue le fait indéniablement de se laisser prendre par ce que dégage un tableau de Soulages, tout particulièrement dans la période de l'Outre Noir. Pour Mitsubayashi, c'est différent. Mitsubayashi, c'est un trajet assez extraordinaire. C'est un homme très étonnant, très gentil, très humble, très érudit, qui parle et qui écrit maintenant en français chez Gallimard, mais qui au départ est un japonais, un vrai japonais, et qui va, quand je dis un vrai japonais, ça veut dire marqué par l'histoire du Japon, l'insularité du Japon, les crises identitaires du Japon. Et donc cet homme, à 12-13 ans, va tomber amoureux de la langue française, qu'il écoute à la radio, qu'il écoute d'une certaine façon, que je développe dans le livre. Et il va faire le grand saut, c'est-à-dire de considérer que sans renier le Japon, il va néanmoins se fonder en français. Je dis bien en français et pas seulement en France. Et donc il va travailler considérablement la langue et il remet en question le principe de la langue maternelle, le principe de la culture initiale. Et donc du coup toutes les questions identitaires qui s'accrochent à ça, son expérience, il a écrit plusieurs essais et maintenant 2 romans plutôt biographiques, mais son trajet est le trajet d'un amoureux de la France, mais qui du coup ne juxtapose pas l'expérience française et son background japonais. C'est vraiment une démarche différente qui m'a semblé intéressante pour questionner justement ces fondements de soi latéraux que peut comporter aussi le franchissement d'une langue monde, parce que aussi bien le japonais est une langue monde, comme peut l'être le chinois par exemple, enfin c'est plus petit et beaucoup plus fort chez les japonais, ou comme peuvent l'être pour lui le français. Donc c'est un peu cette articulation que je discute.
Je voulais vous dire une dernière chose, puis on reprendra après. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, ça me reviendra. Alors, si, deux questions. Sur l'attention flottante. L'attention flottante, c'est un sacré truc quand même. Quand on y réfléchit, oublions pour un instant la question que vous accrochez de l'intervention, mais c'est une des choses, je trouve, les plus difficiles pour un psychanalyste. Écouter avec une idée, ça c'est très facile. Écouter avec le sentiment qu'on comprend, ce qui est une très mauvaise chose, c'est très facile. Par contre, avoir cette position qui du coup est déjà une drôle de position parce qu'on dépose un peu le moi comme on dépose les armes. Mais déposer un peu son intellection, ne pas se précipiter à faire autre chose, parce que c'est aussi une technique, parfois, j'ai connu des analystes qui faisaient ça, donc qui font des mots croisés ou qui font autre chose parce que ça leur permettrait tout à coup d'entendre. Oui, et je ne crois pas justement, il ne faut pas échapper, mais il faut en même temps pouvoir se mettre dans une position tierce qui fait que, à condition vraiment de ne pas privilégier un point de vue ou un truc qu'on a, ou d'avoir lu la séance précédente, ce que je ne recommande pas du tout, mais donc de se laisser aller dans cette position comme on fait la planche, alors, en deux mots, puisque j'ai parlé de Pontalis, et donc à ce moment-là, il y a quelque chose qui se produit et qui d'une certaine façon, alors c'est un peu mon style, mais qui d'une certaine façon forcément a quelque chose à voir avec un acte poétique. Alors après on peut avoir une sensibilité plus ou moins forte sur la chose, mais du coup ça permet, ça donne un mode d'intervention qui laisse sa place à de l'insu, y compris pour celui qui parle, d'où le fil de soie, et en même temps ça permet que quelque chose se produise dans la séance qui ouvre non seulement à la remémoration si on reste dans un point de vue plutôt freudien, ou qu'on peut développer dans d'autres champs. Si voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Sur la question de soi, j'ai beaucoup cherché justement comment dans les années 50-60, où ces questions étaient quand même déjà dans l'air du temps, comment soit les anglo-saxons, soit en France, J.B. Pontalis, justement, comment on discute les rapports entre soi et moi. Comment ça se met en jeu. Et il y a, alors c'est un chapitre, vous le lirez si ça vous intéresse, mais il y a cette position de Winnicott fort intéressante, qui est que alors le soi, puisque c'est comme ça que c'est dit, mais on pourrait dire soi, ça suffit amplement, que le soi a quelque chose fondamentalement à voir avec le sentiment d'être vivant. Mais quand on dit comme ça, c'est extrêmement banal, donc il faut bien comprendre ce qu'on dit. Donc ce que Winnicott dit à ce moment-là, c'est qu'il dit soi, c'est un état non intégré, donc c'est déjà un paradoxe, parce que si c'est un état, théoriquement, ça devrait être intégré. Mais non, justement, ça n'est pas intégré. Donc, c'est une sensibilité au fait que tout à coup, celui ou celle, le bébé, du point de vue d'un observateur, a quelque chose qui fait qu'il y a une manifestation sur laquelle il peut s'identifier et se sentir vivant. Mais se sentir, c'est probablement là où l'expression est difficile à comprendre, parce que ça n'est pas « ah tiens, je me sens vivant ». C'est « il y a du vivant qui tout à coup se saisit », et c'est avant la question du moi, de l'image, du spéculaire, etc. Donc c'est assez intéressant, c'est pointu, ça se lit plus que ça s'exprime comme ça en quelques mots, mais c'est une discussion vraiment intéressante. Alors, donc l'attention flottante, j'ai répondu, mais il y avait, ah oui, des interventions. Ah oui, alors il y a une patiente, celle que j'appelle Lille,
qui sortait d'une histoire amoureuse terrible avec une femme. Donc quand je l'ai reçue, elle était vraiment à bout de force, à bout de vie. C'était une artiste multiforme, donc beaucoup de talent, qui avait été acceptée par de bonnes institutions, qui avait refusé in fine. Et donc cette jeune femme créait tout le temps, jour et nuit, ne mangeait pas, ne dormait pas, était poussée par une passion de soi, si l'on peut dire, là pour le coup, totalement dévastatrice. Et il m'a fallu trouver, donc je la recevais assez souvent, et il m'a fallu trouver un mode d'intervention spécifique dont je n'avais pas connaissance avant, qui était précisément alors pas seulement de l'attention flottante, parce que l'attention flottante, d'une certaine façon, il y a de l'être un peu, mais là il s'agissait un peu comme au tennis, on répondrait à une balle que l'autre envoie sans chercher à comprendre ce qu'on fait, et vice versa, et donc prendre cette habitude d'un type d'intervention jamais explicatif, mais de répondre comme ça vient. Donc pas tout à fait la même chose que l'attention flottante qui suppose une espèce de mise en condition. Là, pas du tout. C'était vraiment être dans l'acte de parole sans avoir le temps de réfléchir à ce qu'on dit. Et ça a eu un effet très apaisant. Et donc il y a eu quelque chose qui, dans cette chose-là, c'est que pour elle, je ne le fais pas régulièrement, c'est pas une méthode en ce qui me concerne, mais là je l'explique parce que justement ça fait partie d'une problématique qu'elle avait et qui a eu, d'une certaine façon, un répondant dans cette façon de travailler, mais du coup assez fatigante à la longue pour moi, mais qui permettait qu'un échange apaisé se fasse. Et que quelque chose d'un soi plutôt dévastateur chez cette jeune femme cède un peu. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. C'est intéressant parce que dans ce que vous dites, on entend bien qu'il nous faut être assez inventif. Ah, complètement, et que, effectivement, les patients sont souvent très différents les uns des autres, forcément, et qu'il n'y a pas une méthode. Enfin, même s'il y a une méthode analytique, il y a quand même quelque chose de très singulier. Absolument. Il y a s'établir dans ce lien quand même très énigmatique, c'est tellement étrange. C'est un métier à la fois formidable et extrêmement étrange. Absolument. Où on a une présence très particulière. Vous le faites bien entendre, là. C'est cette présence particulière que vous déployez tout au long d'ailleurs du livre, à travers vos interventions particulièrement. Et avec ce sur lequel vous insistez, qui est bien sûr très important, c'est qu'il ne s'agit pas de comprendre. Ah oui, non, je ne pense pas qu'il soit utile de comprendre. Ni d'utiliser son savoir. C'est autre chose qui est en jeu. Et puis, vous n'utilisez pas du tout le terme de transfert et contre-transfert. Alors, transfert, si, contre-transfert, moins. Oui. Mais transfert, oui, si. Le transfert, ça va de soi, je dirais presque. Mais le contre-transfert, il me semble que c'est pas quelque chose que... Si, alors, si vous y tenez, je le dirais autrement. Mais justement, je voulais dire que vous le dites autrement. Voilà. Et vous ne parlez pas de contre-transfert. Il m'a été demandé une fois, mais il n'y a pas très longtemps, mais au fond, qu'est-ce qui fait un psychanalyste et comment on devient psychanalyste, mais pas au sens quelles études, etc. Mais au fond, quelles seraient les qualités requises? Et il m'a semblé qu'on pouvait répondre de la façon suivante. J'ai donc répondu: être de parole,
avoir de l'esprit, savoir observer et supporter de ressentir. Alors, je ne sais pas si vous y trouvez le contre-transfert, je pense qu'on peut, dans la dernière partie, mais il me semble qu'il faut arriver à articuler les quatre. Et que ça, c'est pas fastoche, mais je partage votre idée que c'est le plus beau métier du monde. Peut-être pour que ce soit pas trop abstrait, et vous êtes tous d'âge à avoir connu, moi aussi, cette période-là. Souvenez-vous du temps, et je peux lire un passage parce que ça illustrera. Ça y est, je l'ai trouvé. Et donc, ça veut dire que cette expérience, n'importe lequel de nous peut le faire. Et il y a d'autres lieux. Ah oui, puis je vous dirai une deuxième chose après. J'aime bien. Donc voilà. Donc l'idée que je développe, c'est pas trop long, ne vous inquiétez pas. C'est cette idée au fond, comment ça vient cette sensibilité quand on fait le désert. Cette sensibilité à soi n'est ni abstraite, ni l'exclusivité d'un poète. Les randonneurs qui, durant les années 70, allaient au désert, retrouveront sans mal dans leur mémoire le rappel d'une sensation plutôt agréable alors, celle, chemin faisant, de s'agrandir progressivement au paysage saharien, et puis d'être agrandi par lui, de s'y unir, oui, sans l'avoir cherché, en se ressentant soudain ouvert, c'est-à-dire devenu ouvert, rendu perméable et créateur, en étant maintenant capable de percevoir et de recevoir autrement le lever du soleil quand un vent frais égrène les dunes, les dépeigne ou les écrète. De tous côtés, le désert s'impose, se réalise dans l'immensité et la puissance de ces sinueuses vagues de sable. Il habite le regard, ce petit point que nous sommes devenus, le dompte, faute de pouvoir l'immobiliser en le fixant à un détail. L'espace s'élargit, dehors et dedans s'acclimate, sans que le marcheur y prenne garde d'abord. Il se prête à l'infinitude sans effort, s'y donne et s'y abandonne ensuite, s'y oublie enfin. S'y pacifie, au fil de soi dans le meilleur des cas, ce qui était bien l'expérience intérieure attendue de ces voyages initiatiques, aujourd'hui impossibles. Le moi cède alors la place, s'estompant dans le silence du désert que rien n'immobilise, et s'oublie peu à peu dans le crissement cadencé des pas, laissant pour de précieux instants le vent souffler une conscience apaisante. En soi, comme au dehors, il se diffuse un seul espace, une lueur unique et puis l'immensité, qui se livre et délivre dans l'accomplissement d'une solitude sans bord. C'est une façon de dire donc ce fait que cette affaire de soi est quelque chose qui nous est tout à fait pensable, ce n'est pas une chose ésotérique, c'est une expérience. Est-ce que ça a à voir aussi avec le sentiment océanique ? C'est ça. Alors, il se trouve que, vous le dites très bien, la question de la danseuse, c'est ça. Oui. Mais quand on dit le sentiment océanique, je pensais dans le train en venant, mais en fait, parce que le sentiment océanique, ça n'arrive pas tous les jours, mais quand ça arrive, on n'y pense pas toujours tout de suite. Or, en fait, je pensais dans le train, mais souvenez-vous, par exemple, de l'affaire, ça doit avoir 2 étés. Il y a eu un temps où il y a eu plusieurs syndromes de l'Inde. Si vous vous rappelez, ça veut dire des gens, des jeunes gens ou des gens plus âgés qui faisaient un voyage en Inde et qui tout à coup étaient pris. Alors, c'est une autre forme du sentiment océanique parce que dans certains cas, c'était la saleté, la pauvreté, etc. Mais des gens devenaient dingues, si on veut dire vite. Et donc ça mobilisait les psychiatres parce que quand ils allaient en Inde, tout à coup, ils étaient pris dans quelque chose de plus grand qu'eux, ou qu'elles. Et donc c'est cette dimension de plus grand que soi
qui peut faire qu'à un moment donné, on se perd. Et donc la danseuse, c'est ce qui lui était arrivé. Et littéralement, il faut qu'elle pose son corps, et que justement, la chance, c'était que personne ne l'a embêtée, et qu'elle a donc pu revenir à son petit corps, d'une certaine façon. Mais elle-même a pu dire à sa prof, donc à ma patiente, que elle s'était sentie et portée par le public comme un être. C'est ça. Voilà. Et ça, ça peut arriver de mille façons, moins exotiques que d'aller en Inde, ça peut arriver dans d'autres expériences. Le réel de Lacan, c'est ce qui n'a pas d'autre place que là où il se trouve. C'est l'impossible. Donc il y a quelque chose où, et quand on pousse en analysant du côté de ce que vous nommez le réel, très souvent ça... C'est vous qui le nommez en tout cas. Oui, oui. Oui, oui. Donc non, je pense pas que c'est à voir, précisément parce que ça n'est pas inerte. Là où, dès qu'on touche la question du réel, on touche à une forme d'inertie, et que si on est trop dans l'idée qu'il faudrait faire bouger cette inertie, on produit un effet souvent très déprimant. Et donc, il y a quelque chose qui est complexe, c'est que précisément, bouger le réel, il faut bien savoir ce qu'on fait si on a cette idée-là en tête, parce que précisément, si on veut, le réel n'étant ni le symbolique ni l'imaginaire, si on s'en tient à cette façon de nommer les choses, on n'a pas grand-chose à quoi s'accrocher, parce que le réel est de ce point de vue-là inerte. Je vous rappelle, dans La vie de Soulages, il perd son père à 6 ans. Et donc, à 7 ans, il fait des arbres, des arbres noirs, et sa sœur, sa grande sœur, lui dit « Ah, c'est beau, c'est quoi que tu as fait ?» Et il répond des arbres enneigés. Et donc, d'emblée, il y a quelque chose qui va se produire chez Soulages, que le noir, pour lui, c'est une lumière. Donc, c'est d'emblée autre chose. Je ne sais pas, je vois le peintre en face de moi, je ne sais pas s'il a des commentaires à faire, vous pouvez, hein. Mais en tout cas, chez Soulages, avec la célébrité qu'il a, il a subi un certain nombre d'interviews, et donc ça n'a pas manqué qu'il lui soit dit, mais oui, vous aimez le noir parce que vous aimez la mort. Je ne peux pas le mettre à l'imparfait parce qu'il est toujours vivant, mais il n'aime pas. Comme ces indices, entre guillemets, de soi échappent à la symbolisation, il y a donc quelque chose qui les rend un peu complexes d'abord, dans la façon de les aborder ou de les intégrer. Donc chez Sarraute, c'est pas complexe, mais parce que elle pense beaucoup. Et donc, alors que dans l'expérience que j'en ai, ces affaires de soi, comme ça a à voir avec du plus grand que soi, si vous m'autorisez, il y a donc toujours un dépassement en cours. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire quand même attention cliniquement quand quelque chose de ça se produit, parce que ça effraie la personne. Et que d'emblée, c'est jamais commode de s'admettre dépassé par quelque chose de soi. Quand on y réfléchit, oui, quand on va dans le désert, on peut, parce que ça s'est converti en expérience esthétique, ou devant un tableau. Ah oui, je pensais aussi à ça dans le train. Il y a ce qu'on appelle le syndrome de... Qui s'évanouissent devant le tableau. Voilà, c'est le syndrome de Florence. Florence, la ville, et Stendhal, donc je viens de Grenoble. Stendhal a eu quelques problèmes un peu psychopathologiques, parce que un tableau peut avoir cet effet. Pour qui, et bien sûr, est appelé
Donc, ces affaires de soi sont toujours un peu du côté du dépassement, auquel il faut prêter attention, d'où du coup une certaine écoute. Et là, la poésie, ça aide. Euh, Moi, ça m'a aidé personnellement quand j'étais jeune enfant. Mes parents avaient une grande bibliothèque, et donc comme j'ai des frères et sœurs, ça piochait un peu là-dedans, et du coup la bibliothèque s'enrichissait, et donc j'ai découvert assez tôt la poésie chinoise et japonaise. Et coup de peau, parce que c'était dans la bibliothèque, c'était pas un acte esthétique au départ, mais et donc très vite, ça m'a permis d'apprendre ou de faire l'expérience de cette sensibilité un peu féminine d'une certaine façon, où c'est une intériorité qui permet de recevoir et de créer. Donc quand on lit, même aujourd'hui, quand on lit des poèmes Tang, si on est chez les Chinois, ou les haïkus, si on est chez les Japonais, il y a quelque chose qui met dans cette disponibilité à ressentir, et donc à pouvoir parler dans cet état-là, entre guillemets. Ce qui n'empêche nullement de faire des interventions et des interprétations freudiennes et lacaniennes. Mais finalement, parce qu'on parlait de Lacan, Ouais. c'est quand même Lacan aussi qui a dit qu'il n'est pas poétassé. Enfin, sa manière là, Bien sûr. de dire poétassé, il a, je crois, beaucoup été du côté de la poésie. Ben, il était il était avec oui, les surréalistes au départ. Le fameux poème, j'en ai longtemps parlé avec Porges, l'amour est un caillou brillant dans le soleil, et de lui finalement, parce qu'il y a un secret, on ne sait pas trop. Bon, donc il avait cette aptitude qu'on lui connaît, les universitaires, les universitaires. Bon, il y a des trouvailles chez Lacan, ça l'école lacanienne a publié là-dessus. Donc oui, il avait une appétence, pour la poésie. oui, que Freud avait moins, mais un peu. La mystique, peut-être, ce qui me ferait pas utiliser d'emblée le mot pour ça, je trouve poésie le dit mieux. La mystique fait naître de l'être, mais le postule d'une certaine façon. Alors vous pouvez m'opposer, oui, mais dites donc la poésie aussi. Oui, c'est vrai, mais pas de la même façon. Donc, la mystique produit un acte de foi, pas la poésie. Ça touche une autre expression de la sensibilité, non? Oui. Ben, la poésie chinoise, en voilà un petit bout. C'est de Yu Xuanti, 844-871, donc 9e siècle. C'est très court, ça s'appelle Au bord du fleuve. J'adorais ça quand j'étais enfant, c'est pour ça que je l'ai recopié à tout hasard. Ça tombe bien. 1000 et 1000 érables se succèdent sur la digue. Un pont cache dans le crépuscule des voiles tardives. Sans fin, mon cœur se tourne vers toi comme ce cours d'eau qui coule, jour et nuit, vers l'est. Bon, faut l'écrire quand même. Moi, j'adore un pont cache dans le crépuscule des voiles tardives, parce que c'est déjà tout un montage. Donc, il y a un effet en même temps. Oui, on voit très bien, on entend. Donc, il y a un rapport au langage qui est différent. Absolument. C'est une question de langage, quand même. Bien sûr. Le tort de langage, oui, double. Les voiles tardives, effectivement. Oui. C'est à la fois les voiles, c'est quelque chose de concret, voilà. Et tardif, donc c'est une expérience intérieure. Donc, absolument. Je vais essayer d'aborder quelque chose, de vous poser une question. Oui, vous parlez souvent du concept de l'extime. Oui. Oui. Et effectivement, ça dit bien ce dépassement des limites. Oui. Peut être, moi ça m'a frappé par rapport au Capilli dont vous parlez, que j'ai trouvé très, je ne sais pas comment on peut dire instructif, mais en tout cas inspirant. Parce que oui, il y a, et même chez cette danseuse, parce qu'il y a quelque chose
qui est précieux, qui est touché, mais en même temps qui est dangereux. Absolument. Alors, ça m'a fait penser, bon, quelque chose, mais là je pensais pendant que vous parliez à Thomas l'Obscur de Blanchot, où il raconte longuement dans ce livre dans d'autres comment cette impression d'être perdu dans l'immense est tentant et dangereux. Oui. Donc l'histoire au fil de soi, c'est aussi un peu au fil du rasoir, c'est un peu le funambule. Oui. Donc, il y a du danger, mais il y a du précieux. Oui, oui. Non, je voulais vous interroger sur quelque chose Merveilleux pour le moment. bon, de plus consistant et qui fait comme un... Comme on dit, quand on rencontre l'amour, on bute dessus. Ouais. Comme sur la femme. Oui, bah, c'est ce que dit Charles. Hein. Oui, ça fait buter. Ouais. Quand j'ai lu votre livre, j'ai été très frappé, avant de le relire une deuxième fois, par ce poète japonais, que je crois, cet écrivain japonais que je connaissais. Mitsubayashi. Voilà. Et alors, à travers cette lecture, il y a deux choses sur quoi je veux vous interroger. On parle rarement de la musique, mais dans L'âme brisée, j'ai énormément aimé cette histoire qui est racontée. Donc l'âme, c'est la partie du violon Oui. qui fait La bon, contrebasse. ça s'appelle une âme, c'est Ouais. pas rien. Et c'est noué dans le récit. Alors, comme j'ai lu deux livres et votre livre, ça s'est entremêlé, je ne peux pas dire Très bien. précisément, Ouais. mais par rapport aux politiques. Alors, à l'histoire du Japon, moi ça m'a beaucoup intéressé parce que je ne connaissais pas vraiment cette histoire d'enfermement, Ouais. ça, Ouais. de monde clos avec interdiction formelle d'utiliser des valeurs hors de cet empire. Ouais, ouais. Et ce récit que j'ai trouvé formidable à propos de la musique, où alors je vais appeler le père du Ouais. narrateur. Ouais. Ouais, ouais. Le père, ok. Il le Parce que nomme comme comme c'était tel. un roman, je savais Oui, pas oui. si c'était Non, non, réel non, ou pas. c'est biographique, il Donc, le c'est dit. ce que je pensais. Mais Oui, oui. donc son père s'est trouvé interné. Alors d'abord, il y a cette histoire extraordinaire qui est racontée et horrible de la scène de torture. Alors il se trouve que le père de l'auteur était traducteur de russe au moment de la guerre de Mandchourie, où il y avait les Russes et les Chinois. Ouais. Et là il s'agit, alors il y a un livre qui démarre sur une scène absolument ignoble de torture où ils sont militaires, c'est des militaires. Lui, il doit traduire en russe et ils assistent à une scène ignoble. Et lui, eh ben, c'est un terrible trauma, quoi. Et il ne peut pas ne pas montrer qu'il n'accepte pas. Quoi. Donc, il rentre, il est déjà à l'extérieur. Et au moment où il est emprisonné, avec son fils qui est caché dans le placard, qui écoute la musique, il a le tort, et c'est pour ça qu'il se fait emprisonner, de répéter de la musique de Bach. Oui. Et c'est entendu par quelqu'un, et donc il se fait emprisonner. Et là, il y a cette histoire du violon. Bon, donc moi, l'histoire de la musique m'a beaucoup touché, parce que c'est à la fois au bord du langage, vous disiez, mais la musique, c'est hors langage. Je ne crois pas qu'on peut dire que c'est au bord du langage, mais il faudrait voir. Et avec cette impression, alors là pour le coup d'océanique, parce que c'est impossible de faire des limites avec la musique, avec un tableau on peut se reculer, mais avec une musique on peut la refuser, mais elle rentre, enfin si on la veut, on ne veut pas, mais on ne peut pas. Voilà. Et donc, je trouve que l'expérience de la musique dit quelque chose de ce fil de soi, et que par ailleurs, à propos de cet écrivain, il y a la question de la langue qui est fondamentale, avec ce qu'elle a de sonorité, de musique, mais aussi, évidemment, de sens, quoi. Donc, on se trouve dans ce que vous rapportez de cet écrivain, et ce que j'en ai lu, dans ce fil de soi, qui est en même temps comme une injonction, une obligation, pas une injonction, à accepter l'extérieur. Oui. Voilà. Donc, bon, c'est particulier parce que je trouvais que ce chapitre, qui prend beaucoup de place,
c'était difficile de l'intégrer dans le reste. Et donc c'est pour ça que je dis que j'ai buté dessus, puis après il a fallu que je reprenne, parce que j'étais obnubilée par cette question. Alors j'ajouterai un dernier point, là, pour nous éclairer, c'est que ce qui est extraordinaire aussi, c'est que dans un des romans, on comprend que la traduction de cette expérience de souffrance du père qui a amené plein de trucs qui sont transmis, ça finit par arriver dans un écrit où l'expérience traumatisante dont je parlais au début n'est pas traduite, justement. Et celui qui le reçoit, qui est français, voit des caractères dont il ne sait pas ce que c'est. Ouais. Et quand il les fait traduire, il s'agit du trauma. Absolument. Je suis totalement d'accord, c'est pour ça que je cherche par où je peux répondre. Alors, si, 2 points. Sur la musique, qui était votre question au départ. Donc, cet homme, dans la réalité, est un grand mélomane, passionné d'opéra, extrêmement cultivé. Donc, la musique, c'est sa vie. Maintenant, sur ça, 2 remarques. La première chose, c'est la musique de la langue. Et il en a été le premier surpris, comme je en ai parlé. Son rapport à la langue française, c'est une érotologie. C'est-à-dire qu'elle est prise dans une érotologie, ce qui était pour moi pas du tout une méchanceté, mais plutôt un compliment que je lui faisais, sur le fait qu'il découvre le français donc par des cours à la radio, où il y a 2 comédiens, un comédien et une comédienne, qui doivent lire des textes, sauf que lui, et qui dialogue, sauf que lui, il entend et il le décrit tout à fait comme un jeu des corps et de la voix qui évoque tout à fait une union charnelle, mais avec une logique en même temps esthétique immédiate. Et qu'il y a quelque chose là qui très vite s'enclenche et qui va faire que pour toujours, d'une certaine façon, il va aimer les voluptes et les volutes de la parole qui est d'emblée une musique. Ça, c'est une chose. Le deuxième point, qui va toujours dans le sens plutôt lumineux, vous avez amené la lumière de l'onde, ou ce que le jour doit à la nuit, mais il y a quelque chose qui est un peu un mythe fondateur dans sa vie, une scène primitive, on pourrait dire. Donc, le père de Mitsubayashi, celui dont vous avez parlé, l'ancien soldat, en fait est locataire de celle qui va devenir sa femme. Et en tout cas, pour des raisons de génération, probablement cette femme était la fille du propriétaire. Et donc un jour, donc le récit, c'est Mitsubayashi qui le fait à la première personne, mais en fait, évidemment, il n'y était pas, ça lui était raconté. Mais donc en fait, dans la maison, tout à coup, alors donc il faut bien se représenter les maisons japonaises avec pas de bruit, les portes latérales, les pas feutrés. Mais là, le récit est quelque chose de beaucoup plus fort, c'est qu'on entend la censure. Donc on entend un silence censuré. Et donc dans ce silence, tout à coup, on entend un peu du Bach. Et donc la fille du propriétaire, qui va devenir plus tard la femme de Mitsubayashi, enfin pas la femme, non, je vous dis une bêtise, qui va devenir la femme du père de Mitsubayashi, elle rentre dans la pièce d'où vient la musique et elle voit personne, et puis tout d'un coup on voit un placard qu'on ouvre latéralement et apparaît le père de Mitsubayashi qui écoute de la musique occidentale, ce qui était totalement interdit. Et donc la musique est donc d'emblée ce que le père montre qu'il aime et que sa mère aussi aime, parce qu'elle aime chez ce japonais le fait qu'il est ouvert.
Et en arrière-fond, il y a toujours cette pulsation dans ce pays-là très particulier qui est on s'ouvre, on ferme, on s'ouvre, on ferme. Donc l'Occident, le pur japonais, l'Occident, le pur japonais. Et il n'y a pas très longtemps, Abe, l'ancien Premier ministre qui est mort il y a quelques semaines, ça a fait toute une histoire de savoir si on rendait, qui était un partisan du Japon japonisant, si on lui rendait hommage ou pas. Donc c'est des choses encore très actuelles. Mais Mitsubayashi, c'est l'homme du dedans-dehors. Hein. Ça, c'est ce que je crois, ce que vous disiez. Je ferai 2 commentaires. Le premier commentaire, quelqu'un a dit avec raison extime, mais en tout cas, qui est un concept, c'est pas un concept, qui est une notion lacanienne. Par contre, moi, je propose quelque chose qui est l'altérité intime. Donc, c'est un paradoxe. C'est-à-dire que si c'est altérité, c'est un autre. Si c'est intime, ben justement, c'est moins un autre que soi. Et altérité intime, c'est une façon de développer beaucoup plus loin ce que Rimbaud disait, je est un autre. Bon, ça c'est une chose. Du coup, cette altérité intime, je vous rejoins tout à fait du côté des enfants, parce que le problème, c'est que ça peut se retrouver dans l'autisme, cette question. C'est-à-dire que la caverne, ça Christéval laisse entendre un peu, la caverne sensorielle, l'idée que la symbolisation, là on est au bord, oui, mais ça peut faire monde. Et à ce moment-là, alors je rejoins votre idée de la jouissance, du noyau de jouissance, parce que à cet endroit-là, ça aussi, ça bouge pas comme ça. Hein. Et il y a cette possibilité de s'enfermer dans ce monde-là, en s'appuyant sur ces indices-là. En tout cas, je le relisais tout à l'heure, ce paragraphe-là. Quand on voit ce que dit Winnicott, il dit c'est avant la pulsion. Et c'est pour ça qu'il dit c'est du côté du féminin, ce qui est une question complexe, parce que il dit... voilà. Si vous pouvez le dire tout haut, c'est exactement ce que... c'est de l'être. Voilà. Vous pouvez redire, ça a été... Le féminin. Ah oui, pardon. Voilà. Et donc, voilà, c'était vous. Et donc, la position de Winnicott est de dire c'est d'avant la pulsion, puisque la pulsion, du coup, constitue son objet. Quand vous parlez de Winnicott, vous en parlez à la fin de votre livre. Oui. Alors qu'au début de votre livre, j'ai entendu quelque chose dans la pulsion. Moi, j'ai senti en vous lisant qu'il y avait comme une recherche, justement, un fil que vous cherchez. Oui, absolument. Et qui est très facile. Non. Voilà, j'ai senti au début la pulsion et à la fin, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, Winnicott. C'est pas facile à saisir, finalement. À qui le dites-vous? C'est intéressant parce qu'on le sent, justement. Oui, dans le livre, on sent comment vous... Mais il y a l'écriture qui vous... C'est dans l'écriture et la langue que vous arrivez progressivement à avancer quelque chose. La dame vous parle. Creuser dans l'écriture. Le corps, oui, je crois que c'est important, et c'est dans des relations, alors on entend bien dans les poèmes, de Charles en particulier, à la nature. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ces sentiments, sensations, je ne sais pas comment vous dire, mais j'ai vécu, corporel, finalement, et c'est vrai qu'après on se voit dans le corps. Mais avec l'extérieur, c'est-à-dire des choses comme l'eau, le vent, donc des choses... dans la rencontre avec... Il faut qu'il y ait de la rencontre. Qui font que le corps, on le sent, est branché directement. Absolument. Imaginez qu'un bébé, on n'a pas de souvenir, on a des traces, la sensation, alors la parole comme le son, l'eau, l'air, enfin tout ça, et que il y a un moment où ça fait un tout, avant qu'il y ait une différenciation. C'est ça. Et je crois que vous parlez de choses qui peuvent, alors soit on peut être débordé par ces choses-là qui ne rentreront jamais dans le langage et qui feront chaos,
ou bien on en garde une trace qui fait qu'on peut trouver des mots qui deviennent des morceaux de corps de nature et qui s'entremêlent. Absolument. Il y a beaucoup de choses dans votre livre et vous parlez aussi de la question du sein. C'est aussi tout à fait en rapport avec tout ça, ce sein à la fois qui est offert au bébé et qui le crée. Là aussi, il y a quelque chose de... Oui, mais il dit plus que ça. Ça, on le sait depuis longtemps, l'affaire du paradoxe. Mais il dit, Winnicott, sur ce passage, il dit l'enfant, c'est le sein. C'est le sein. Et c'est en ça qu'il y a cette distinction, être et ensuite faire. Mais qu'il y a un moment où absorber le sein, ce que nous on dirait en étant observateur, lui, il est cette expérience-là qui va lui permettre de faire et de rentrer après dans le champ pulsionnel. Oui, c'est un objet pulsionnel. Voilà. Oui. C'est un objet petit a. Mais c'est toute la difficulté de comment advenir à quelque chose qui n'est pas un état mais qui a un lieu. Donc ça c'est compliqué. Différencier le lieu de l'espace. Ah oui, bien sûr. Oui. Mais ça pour le coup, soulage, ça permet de penser le lieu. Mais... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voulais peut-être alors pour terminer vous dire que depuis un certain temps, on a remarqué que les analystes s'appuient de nouveau beaucoup sur la littérature et qui sont en recherche. C'est peut-être un temps particulier où on a peut-être, pour certains en tout cas, épuisé un peu de la théorie, si on peut dire, freudienne, lacanienne, plus classique, qui est un corpus de savoir, et que là, non, en ce moment, écoute, tous les livres qu'on a lus, ça nous frappe. Je veux dire, bien sûr, depuis toujours. Freud déjà disait que les écrivains nous ont... C'est nos maîtres. Nous ont précédés. Mais non, là, depuis quelque temps, ça me paraît tout à fait évident. Et je me disais que vous aussi, avec votre livre, non seulement, vous êtes tout à fait dans cette voie-là, mais en plus, en remettant de nouveau aussi un petit peu la question du sensible, des sensibles en question, en travail. Est-ce que c'est aussi pour remettre un peu ça sur... faire revenir un peu ces aspects-là que certains psychanalystes ont un peu perdu de vue? Je ne sais pas. C'est une question. Oui, sûrement. Enfin, c'est... je ne sais pas comment je peux vous répondre comme ça. Pascal faisait allusion tout à l'heure à Joyce McDougall. Donc, c'est une de celles, mais Kristeva est aussi très portée sur le sensible. Proust, pour elle, l'aborde très souvent par le côté sensible. Mais à la fois sûrement parce que c'est biographique pour moi, mais à la fois je garde de l'idée de la formule. Je n'étais pas d'accord avec tout ce que disait Joyce McDougall, mais par contre je trouvais assez juste sa proposition de l'analyse comme voyage, et donc du coup moi j'ajoutais l'inconscient comme Arbeit. Donc l'inconscient travaille, mais l'analysant il voyage sur le terrain du transfert et du contre-transfert, bien sûr. Et donc, du coup, dans cette affaire-là, le sensible est premier. Et au passage, c'est une banalité ce que je veux dire, mais le premier sens, c'est le toucher. Donc, forcément, il en reste quelque chose quand on commence à s'aventurer dans une cure. Bon. Alors, moi, j'avais trouvé... je pense que c'est Schwarz qui a écrit ça. Et j'ai trouvé ces quelques vers extraordinaires. Vous pouvez dire lesquels? Je vais vous lire. Et je vais vous dire ce que... il est des heures qui nous ouvrent les mains et retournent comme un texte fané
la leçon fatiguée qui nous montre. Absolument. Et j'ai trouvé que votre livre, on pourrait mettre, il est un livre qui nous ouvre les mains. Oh, mais vous allez me faire m'évanouir de plaisir. Merci.